Noble, un pays noble. Bateau la forme, aucun quota méforme. No quota de méforme. Nos à la conforme. Conforme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine La Transparence qui reçoit aujourd'hui pour vous le prof Alphonse Mahindo. Prof Alphonse Mahindo, bonjour. Bonjour madame. Pour nous suivre, il suffit de cliquer sur www.svenmediab.info ou de nous suivre en direct ici à Bukavu à la radio Sven sur 89.3 MHz. Nous avons sur notre plateau, bien sûr, le prof Alphonse Mahindo, qui est prof des universités à Kisangani et qui est membre de la synergie Mapping située dans la province de la Chopo. Prof Alphonse Mahindo, c'est quoi la synergie Mapping pour nos téléspectateurs et nos auditeurs? Alors, la synergie Mapping, c'est en fait un mouvement qui regroupe plusieurs acteurs de la société civile. Il y a des personnalités qui sont dedans, mais il y a également des organisations comme l'Église du Christ au Congo, province orientale. Donc, on a là le représentant légal de l'ECC qui fait partie de cela. Il y a également l'Église catholique. Donc l'archidiocèse de Kisangani est représenté dans cela, et on a le barreau, donc le barreau de la Chopo, on a également des médecins, on a l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, des défenseurs judiciaires, des militants de droits de l'homme et des mouvements citoyens comme Filimbi, Lucha qui font partie de Synergie Mapping, et bien évidemment aussi il y a tous les mouvements qu'on avait des intellectuels, des universitaires, la dynamique des universitaires congolais. Et donc, c'est vraiment un rassemblement très large qui comprend les différentes couches. Alors, on a aussi l'association des victimes de la guerre des 6 jours et qui sont membres de cette synergie mapping. C'est vraiment une synergie, comme le mot le dit, hein, plusieurs acteurs différents, qui représentent différents mouvements, différentes tendances qui se retrouvent ensemble. Et c'est pour ça que c'est une structure tout à fait anarchique au sens légitime du mot. C'est-à-dire, il n'y a pas une tête, il n'y a pas un commandement. Donc, c'est l'initiative de faire... Tout le monde est membre. L'initiative des réunions, c'est quelqu'un qui estime qu'il y a une activité importante à faire et qui dit aux autres, et puis on se retrouve, on décide ensemble et on fait l'activité. Et donc, jusque-là, la synergie ne se situe qu'à Kisangani, c'est ça? Oui, alors la synergie est à Kisangani, mais les gens qui participent à ça, on a des gens qui sont par exemple en Ituri, on a les profs Kato de l'université Shalom de Bunia, qui est l'ancien recteur, qui est aussi membre de la synergie, mais qui est en Ituri. Donc c'est vraiment plus large que la simple Chopo. Mais quels sont les critères pour être membre de cette synergie? Il faut simplement avoir une sensibilité par rapport aux violations massives et graves des droits humains, aux crimes internationaux. Donc être quelqu'un qui veut que les victimes puissent avoir droit à la justice, à la réparation, et qu'elles connaissent la vérité sur ce qui s'est passé. Et donc tout ce monde-là qui ont cette sensibilité-là, et c'est eux qui font partie de cela. Et donc il faut partager cette vision. L'amour du prochain, la dignité humaine, les droits humains, et c'est ça qui nous rassemble. Alors comme c'est de façon anarchique, comment on vous contacte? Pour nous contacter, il suffit de contacter l'un ou l'autre membre de la synergie, parce que quand on signe des communiqués, généralement on met les coordonnées de la personne qui est en charge de ça. Donc si on la contacte, donc on peut contacter les autres membres, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous avez un site, vous avez un compte Twitter? Non, on n'a pas de compte Twitter justement parce qu'on veut éviter qu'on soit identifié comme X ou Y, parce que la philosophie qui a guidé la mise en place des mouvements donc de synergie mapping, c'était de dire voilà, l'institutionnalisation tue le mouvement. Et donc, si on veut rester véritablement actif et dynamique, il faut pas qu'on s'institutionnalise. Donc, on n'a pas voulu mettre en place ces différents mécanismes qu'on utilise, mais on communique beaucoup dans les réseaux sociaux et dans les médias classiques pour faire connaître ce que nous faisons, notre combat, etc. Mais la synergie
ne supprime pas les mouvements ou plutôt les associations et les personnalités qui sont membres de la synergie. Et donc chacun de son côté continue à faire ce qu'il a toujours fait pour promouvoir les droits humains, pour promouvoir la responsabilité citoyenne, le contrôle citoyen, etc. Alors, parlons, comme vous êtes membre de la synergie Mapping, la Cour internationale de justice venait de rendre un arrêt demandant à l'Ouganda de payer 325 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour les dommages causés lors de l'invasion de l'Est du territoire congolais de 1998 en 2003. Et quelle est la réaction de la synergie Mapping à ces sujets? Alors, bon, avant que je vous donne si vous voulez, la réaction de la synergie Mapping, je voudrais quand même me rappeler aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas exactement ce que ça veut dire synergie Mapping. C'est quoi encore le mapping et tout ça? Donc peut-être que les gens j'aurais dû commencer par là pour dire que les mapping, en fait, c'est les rapports mapping, les rapports d'un projet. Le projet en question s'appelle Projet Mapping des Nations Unies. Et ce projet des Nations Unies visait quoi? Visait donc à, si vous voulez, à dresser une cartographie, à faire une cartographie des crimes les plus graves qui ont été commis en République démocratique du Congo entre 93 et 2003. Et ces rapports-là a été publié en 2010 et il répertorie au moins 600 incidents qui ont été graves, qui ont à travers toute la République, qui montrent ce qu'on pourrait qualifier de crimes internationaux et qui peuvent aller, même pour certains cas, dans les rapports qui est dit, c'est des crimes de génocide. Alors, donc, crimes contre l'humanité, etc., qui sont là, et de viols, etc. Donc, pour ces rapports mapping qui a fait des recommandations pour dire, voilà, il faudrait qu'il y ait une justice qui se mette en place pour garantir aux victimes la justice et la réparation, et qui a recommandé un certain nombre en dehors de ça, si vous voulez, un certain nombre d'actions à mener par les États membres des Nations Unies, mais aussi par la République démocratique du Congo. Et donc nous nous sommes servis de ce rapport-là, et nous avons donc voulu porter haut ce combat qui est un combat qui allait connaître une fin sans issue, puisque pendant longtemps, ces rapports ont été, si vous voulez, jetés dans les tiroirs des Nations Unies, avec la poussière et tout. Et c'est le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est connu pour son combat pour les droits humains, pour la dignité humaine, qui a donné sa réputation, sa crédibilité pour relancer cette question du rapport mapping lors de la réception de son prix Nobel en 2018 à Oslo, et qui a remis ça sur le tapis. Et donc, nous, on s'est dit, ben voilà, il faut profiter de ce fait qu'on a là un vrai intellectuel congolais qui a relancé les trucs, qui a mis son nom, sa réputation au service de ces rapports mapping pour que les victimes recouvrent leurs droits. Et donc, il faut que nous aussi, on se joigne à lui pour porter haut cette voix, pour qu'enfin, on puisse entendre la voix des sans-voix, qu'on puisse entendre les cris de toutes ces femmes, de tous ces jeunes, et tout ce monde qui ne peuvent pas parler. Et c'est cela que nous avons fait avec le rapport mapping. Maintenant, Kisangani, si vous voulez, dans ces rapports mapping, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la Tchopo, l'ex-province orientale, et plus particulièrement Kisangani. Et vous savez que Kisangani a connu par 3 fois des affrontements très meurtriers entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise sur notre territoire. Avec la guerre des 6 jours. Avec la guerre qui a couronné, si vous voulez. La guerre des 6 jours, c'est le couronnement. Et on a connu d'abord guerre d'un jour. Ça, nous sommes donc en 99. Et puis, guerre de 3 jours. Ça, c'est en 2000. Et la guerre des 6 jours. Et là, nous sommes toujours en 2000. En 2000, ça, c'est au mois de juin. Donc, c'est pour ça que, pour nous, vraiment, quand on parle de rapport mapping, pour les gens de Kisangani, il y a une dimension tout à fait spéciale, si vous voulez, par rapport à ça, ça nous touche personnellement. Et donc, lorsque l'État congolais a décidé finalement d'initier une action contre les pays qui ont envahi notre territoire national, en l'occurrence l'Ouganda et le Rwanda, pour qu'ils payent
si vous voulez, de leur responsabilité des crimes qui ont été commis dans notre pays, les pillages de ressources et tout le reste. Je ne vous dis pas les dégâts qu'on a connus dans une ville comme Kisangani, où il y a eu des tirs d'obus, de mortiers, tout ça, qui ont détruit, qui ont fauché des centaines de vies, des milliers de vies humaines. Alors, on a demandé donc... les écoles. Les écoles, tout ça, les hôpitaux, et même les lieux saints comme la cathédrale Notre-Dame du Train Saint-Rosaire de l'Église catholique a été touchée par les obus des belligérants. Alors, donc, le Rwanda n'a pas reconnu la compétence de la Cour internationale de justice, donc ne pouvait pas être justiciable. Mais l'Ouganda avait reconnu la compétence, et ce qui a fait que le processus a connu son développement normal, et la Cour a rendu un premier arrêt qui condamnait l'Ouganda pour l'agression, et maintenant il fallait fixer les réparations nécessaires pour ça. Et c'est là qu'il y a eu donc beaucoup de discussions. Au départ, il y avait donc l'idée de faire payer estimation des préjudices subis autour de 10-11 milliards de dollars. Et l'Ouganda a dit qu'il ne pouvait pas, a refusé d'accepter ce type cette réparation, et a commencé même à dire que c'est le Congo qui lui doit, parce que il est venu aider le Congo à la demande de certains Congolais pour défenestrer le dictateur Mobutu, mais les Congolais n'ont jamais invité l'Ouganda pour venir ça. Même si certains Congolais ont invité l'Ouganda, mais ils n'ont jamais invité l'Ouganda pour venir piller, pour venir tuer, massacrer. Et ça, c'est des abus, si vous voulez, c'est des abominations même, et qui devraient être sanctionnées. Alors, finalement, notre gouvernement a commencé à rétropédaler parce qu'ils ont eu peur de l'Ouganda, et ils ont essayé de trouver des arrangements. Et un des premiers arrangements, c'était que l'Ouganda puisse construire une route pour les victimes des guerres de 6 jours de Kisangani. Mais alors, tenez-vous bien, madame, c'est qu'on va construire une route pour les victimes, pour faire une réparation qui relierait donc l'Ouganda à Kisangani. Mais cette route-là, ce n'est plus la route qui va vers Kisangani, mais c'est la route qui va vers Goma. Alors, on se demande, mais finalement, est-ce qu'on répare pour les victimes de Kisangani, ou on a d'autres idées derrière la tête, ou c'est pour des business? En fait, ce n'est pas une réparation, ça. Puisque si on voulait réparer pour les victimes de la Tchopo, ce serait la nationale numéro 4 qui va vers Kisangani, et pas la route qui va vers Goma. Alors, donc, finalement, ici, la Cour internationale de la justice a décidé, puisque... Et ce travail-là vers Goma, c'est fait, effectivement? C'est en cours. Ils ont envoyé d'abord un contingent militaire pour venir sécuriser les lieux, tout ça, et après ils ont commencé les premières activités pour évaluer ce qui doit être fait pour réhabiliter la route en question. Bon, maintenant on ne sait pas si ça va aboutir ou pas, mais en tout cas ils ont commencé à faire les premiers jalons pour évaluer un peu l'état des choses à faire, mais envoyer aussi des militaires pour sécuriser la zone. Mais aussi, pas seulement pour sécuriser la zone, mais aussi pour faire des opérations conjointes avec les FRDC contre les ADF, qui sont donc les forces démocratiques alliées des rebelles ougandais qui vivent au Congo et qui ont recruté aussi des Congolais dans leur rang et qui font beaucoup de dégâts en termes de tueries, des massacres, avec des mutilations, et c'est vraiment horrible. Et donc là, nous avons été très choqués que la Cour internationale de justice puisse trancher en disant que le Congo, tous les dégâts qui ont été commis au Congo par l'Ouganda ne valaient que quelques 325 millions de dollars. Voyez-vous, c'est vraiment scandaleux et ça nous a révoltés. Alors, mais la position officielle de la synergie que nous avons prise, c'était de dire, voilà, pour nous, c'est une bonne chose qu'on ait d'abord reconnu que les Congo, les populations congolaises avons été victimes d'une agression et de pillages et de massacres, des tueries. Ça, c'est un bon pas en avant. Mais maintenant, en ce qui concerne les réparations, nous sommes pas du tout contents et nous avons exprimé notre colère et notre mécontentement en disant, voilà, nous allons continuer les combats. Ces jugements-là où on donne une réparation qui n'est rien du tout, ça ne nous engage pas nous, ça n'engage que le gouvernement congolais qui a accepté ce type de marchandage ignoble
voyez-vous, inadmissible pour les citoyens qui ont perdu leur vie et qui ont perdu leurs biens. Et donc le combat va se poursuivre et des plus belles jusqu'à l'obtention d'une véritable justice et de vraies réparations pour les victimes. Quelle peut être la vraie réparation des victimes selon vous? Alors, vous savez, la vraie réparation pour les victimes, ça serait, si vous voulez, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Il y a d'abord une réparation symbolique qui doit être faite en termes, parce qu'il y a eu les gens qui ont subi un certain nombre de... Il faut qu'on reconnaisse leur statut et ce qui est déjà en voie, première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait une prise en charge psychosociale des victimes, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leurs proches ou des gens qui ont été mutilés et qui se retrouvent là handicapés. Il y a des gens qui ont perdu leur maison, ils se retrouvent dans la rue. Et donc, il faut qu'il y ait aussi, à part cette réparation psychosociale, il faut aussi qu'il y ait des réparations matérielles. Ça signifie qu'on doit reconstruire les maisons qui ont été détruites, on doit reconstruire les routes qui ont été détruites, et également, cette réparation doit être une réparation globale. Globale au sens où il y a des choses qu'on ne peut pas véritablement réparer quand on les a détruites. Voyez-vous, quand vous avez fauché une vie, ou quand vous avez détruit l'environnement, parce qu'on a détruit les forêts, on a détruit les animaux, tout ça, comment vous allez réparer tout ça? Et donc, ce qu'on veut par rapport à ça, c'est qu'il y ait un vrai programme sur une longue période de travail pour restaurer l'environnement, pour accompagner les victimes pendant de longues années pour qu'ils se réinsèrent. Et puis les écoles qui ont été détruites et les enfants qui se sont retrouvés orphelins, il faut qu'il y ait une prise en charge pour leur éducation, que les enfants en question arrivent à maturité pour pouvoir travailler et se prendre en charge. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on veut vraiment obtenir justice. Et que, au-delà de ça, ça c'est l'aspect qui concerne les victimes, mais il faut aller plus loin. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais ce type d'actes commis par des États, par des armées régulières. Et donc, il faut qu'il y ait des poursuites pénales. Parce que les auteurs de ces actes-là sont toujours là, en train de courir librement, en train de profiter, de jouir de leur forfait, de leur crime. Et donc, il faut que ces gens-là, qui se retrouvent à Kampala, ou à Kigali, ou à Kinshasa, que ces gens-là puissent répondre de leurs actes, qu'ils soient poursuivis, qu'ils soient condamnés, parce qu'ils continuent à narguer les victimes. Voilà, pour nous, c'est ça, les vraies réparations. Alors, quelle est la démarche à entreprendre pour obtenir la vraie réparation? Alors, la démarche à entreprendre pour nous, c'est pour ça que nous militons aux côtés du professeur Dr Denis Mukwege. Nous militons pour qu'il y ait une véritable justice transitionnelle qui soit mise en place. Et cette justice transitionnelle passe aussi par la mise en place d'un tribunal pénal international. Parce que nous tous, nous connaissons les limites, les incapacités de notre système judiciaire, qui ne peut pas poursuivre les gens. Voyez-vous, même les criminels nationaux qui sont là, pour le poursuivre, les gens n'osent pas. Ils vont crier manque de moyens, ceci, tout ça. Et la justice étant sous le pas, ces gens étant en position de pouvoir, soit des officiers de haut rang dans l'armée et qui ont encore des postes de commandement, tout ça, soit des politiques qui sont ministres ou même députés et tout ça, donc qui ont beaucoup d'influence, avec beaucoup de capacité de nuisance, nos magistrats n'ont pas le courage et n'ont pas les moyens de le poursuivre. Et c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une cour pénale internationale qui aurait les moyens et les capacités pour faire ce travail-là, pour poursuivre tous ces gens qui sont impunis jusqu'à ce jour, mais aussi ceux qui sont en dehors du pays, les citoyens rwandais ou les citoyens ougandais ou zimbabwéens et autres qui ont commis ces crimes-là puissent être également poursuivis. Mais également les entreprises multinationales qui ont participé à ça, qui ont soutenu d'une certaine manière ces crimes, qui ont financé les belligérants de part et d'autre, devraient pouvoir payer. Et pour ça, il faut que nous ayons une vraie justice internationale pour faire ça. Et cette justice transitionnelle ne s'arrête pas à ce niveau-là. Parce qu'on ne pourra pas pour tout le monde. Ça sera pour les gros poissons. Mais maintenant, pour les petits criminels, entre guillemets, parce que les actes qu'ils ont commis, c'est toujours des actes abominables. Maintenant, pour cela, il peut y avoir d'autres mécanismes, si vous voulez, qui peuvent être... On peut mobiliser les techniques traditionnelles de gestion de crimes et tout ça. Donc, pour que ces gens-là puissent faire amende honorable devant la communauté en recourant à nos techniques traditionnelles. Mais on peut aussi, en ce moment-là, mettre en place des chambres mixtes ou même les tribunaux actuels, parce que la cour d'appel, par exemple, est compétente pour connaître ce type de crimes. Et donc, on pourrait là, alors, poursuivre des autres criminels, pour faire de la pédagogie, pour qu'on arrête les cycles de la violence. Et ça continue.
Aujourd'hui, tous les jours, c'est chaque matin quand vous ouvrez votre radio, votre télévision, vous écoutez, vous regardez qu'il y a encore eu des massacres par-ci, par-là, en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, au Nord Katanga, etc. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'à un moment donné, le droit et la dignité humaine retrouvent sa place. Et droit de citer. On ne peut pas nous retrouver comme si on était, si vous voulez, dans la jungle. C'est vraiment le retour aux ténèbres. C'est que Thomas Hobbes appelle l'état de nature. C'est l'homme qui est le loup pour l'homme. On tue comme on veut. Il n'y a aucune règle, aucune limite. Ces gens ne connaissent aucune limite. Voyez-vous, parce qu'on commence à faire même des viols sur des enfants de quelques mois, 2-3 mois. Comment peut-on violer un enfant de 2-3 mois ou quelques semaines? C'est inimaginable. Nous sommes descendus trop bas. Trop bas. Il faut arrêter. Vous parlez des justices transitionnelles, vous soutenez le combat du docteur Denis Mukwege. Pourquoi ne pas associer également le gouvernement ou bien aller vers le gouvernement congolais ou vers le régime en place pour faire bloc et réclamer cette justice transitionnelle? Alors, vous savez, madame, ça fait des années que nous demandons au gouvernement congolais, aux différents régimes, on a demandé au gouvernement de Joseph Kabila, les différents gouvernements de Joseph Kabila, on a demandé qu'il y ait une justice transitionnelle. On a demandé qu'il y ait une lettre qui soit écrite au Conseil des Nations Unies pour demander que les Nations Unies mettent en place ce tribunal-là. Mais on n'a pas du tout de suite favorable. Mais tout simplement, pourquoi on n'a pas de suite favorable? Parce que les gens qui sont au pouvoir, pour la plupart, sont des gens qui ont été impliqués dans ces crimes-là. Et donc, ils n'ont pas d'intérêt à les faire. Maintenant, nous avons le président Félix Tshisekedi. Nous avions, lorsque Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, nous avions véritablement nourri l'espoir, en tout cas pour beaucoup d'entre nous. Moi, je n'étais pas dans cet espoir aveugle, parce que je voyais comment les gens qui l'entouraient déjà dès le départ, quand vous faites une alliance avec les diables pour prendre le pouvoir, puisqu'il n'a pas été élu, tout le monde le sait. Et donc, il a été nominé par quelqu'un. Et ça vous engage. Voilà. Donc, cet homme-là, quand il s'est engagé avec cette personne-là, il se retrouve dans quelle situation? Il se retrouve dans une situation où il est un peu tributaire de cette personne, avec tous ceux qui l'entourent. Ces gens-là, ils vont faire en sorte qu'ils ne puissent pas faire. On a fait, et je vous dis par exemple, pour ça, la synergie mapping de Kisangani, nous avons adressé déjà au moins 3 pétitions au président Tshisekedi pour lui demander un tribunal pénal international. Nous n'avons jamais reçu une seule suite à ça. Voyez-vous? Donc ça. Quand vous dites vous n'avez reçu aucune suite, ça veut dire quoi? Vous avez reçu une réponse négative ou il n'y a jamais eu de réponse? Pas de réponse du tout. Pas de réponse du tout. On ne sait pas ce qu'ils pensent par rapport à nos pétitions. La première fois, on a remis une copie au gouverneur de province de la Tchopo pour qu'il transmette au président de la République et nous avons pris soin nous-mêmes d'envoyer une copie qui a été remise à la présidente de la République avec accusé de réception. Donc vous avez des accusés de réception. Pour les 2 autres, on n'a pas voulu passer par le gouverneur de province. On a dit voilà, on va directement. On a remis avec accusé de réception. Mais aucune réponse jusqu'à ce jour. Mais on a entendu quelques discours pour dire voilà, on va faire la justice transitionnelle. Et on a reconnu, on a récupéré quelques mots ci et là, notamment la masculinité positive que le docteur Mukwege a évoqué. Ben voilà. Mais finalement, on ne fait rien par rapport à ça. Parce qu'on a même promis qu'on allait saisir. On avait entendu certains membres du gouvernement parler qu'ils allaient saisir les conseils de sécurité des Nations Unies pour ça. Mais jamais. Or, qu'est-ce qui coûte? Ça coûte quoi? C'est juste écrire une lettre. Tous les partenaires avec lesquels nous parlons, les États ou les organisations internationales, nous disent une seule chose, il n'y a que votre gouvernement qui peut débloquer cette situation-là. Si votre président écrit une lettre au Conseil de sécurité des Nations Unies ou au secrétariat général des Nations Unies pour demander, vous allez avoir votre tribunal. Mais voilà, on n'a pas ça. Mais pourquoi? Parce que le système qui est mis en place, ce que moi j'appelle le système corbillard, ce système-là, c'est le même système depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Et ce sont les mêmes personnes qui tournoient. Il peut y avoir quelques nouvelles personnes qui viennent rentrer là-dedans, mais c'est les mêmes qui portent la mort dans ces pays. Nous sommes dans ce qu'on appelle la nécropolitique. C'est la politique de la mort, de la destruction. Ils n'ont aucun souci, ils n'ont aucun respect pour la vie humaine. Et donc ces gens-là,
Ils ont récupéré le nouveau président Tshisekedi, ils l'ont embrigadé dans leur système et ils poursuivent les mêmes mécanismes. Et donc, on n'entendra rien. Peut-être que la solution, ce serait un jour que l'un d'entre nous, des militants de la justice traditionnelle, prenne les affaires en main, ou peut-être essayer d'être Premier ministre ou Président de la République pour porter ces combats. Peut-être c'est ça qu'il reste à faire, parce qu'on a essayé. Donc, si on ne vous comprend rien, vous n'attendez rien de ces régimes parce que vous avez introduit autant... Oui, et nous ne sommes pas les seuls. Hein. Là, j'ai cité la synergie mapping de la province orientale, mais je peux vous citer d'autres organisations qui ont fait la même chose que nous. Ils ont saisi les présidents à plusieurs reprises. Je peux vous citer aussi des personnalités qui ont saisi les présidents. Et il y a certains, quand le président le président a promis à certains qu'il ferait quelque chose, mais il n'a jamais passé le cap. Ben, nous, on comprend. Il est dans un système. Il a hérité un système. Et les systèmes Corbillard, que j'appelle système Corbillard, et il se retrouve là-dedans. Et il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Parce qu'on aurait pu imaginer. Et moi, j'ai dit un jour à des conseillers du président, vous devriez vous saisir de ça. Vous voulez vous émanciper. Vous voulez vous libérer de tous ces gens qui vous encombrent. Mais quoi de plus simple que de profiter du combat de la société civile, du docteur Mukwege pour dire, voilà, c'est pas nous, c'est la société civile, c'est le docteur Mukwege qui demande juste traditionnel. Alors, donc, donc, vous faites ça. Il y a un cours international qui vient poursuivre tous ces criminels. Vous vous retrouvez soudainement débarrassé de tous vos adversaires politiques qui sont pour la plupart impliqués jusqu'à la tête, jusqu'à la moelle épinière, dans ces crimes, massacres et pillages. Mais entre-temps, vous faites quoi comme vous n'êtes toujours pas entendu? Alors, ce qu'on fait maintenant, ce qu'on essaie, on continue de faire, c'est de faire de la sensibilisation des populations, des citoyens, pour arriver, espérer, avec l'espoir que nous allons à un moment donné atteindre ce qu'on appelle une masse critique, qui pourrait amener les gens à se soulever pour dire non, trop c'est trop. Mais en attendant, donc, nous attendons la justice transitionnelle avec le nouveau régime qui ne vous écoute toujours pas. Je vais rappeler ici que nous recevons le prof Alphonse Maindo, qui est un professeur des différentes universités de Kisangani. Kisangani, c'est dans la province de la Chopo, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Et il est membre de la synergie mapping. Avec lui, nous parlons de tout ce qui concerne les rapports mapping et de la justice transitionnelle. Prof, nous revenons avec vous, prof. Et donc, vous soutenez le combat du docteur Mukwege en province orientale. Est-ce que le docteur Mukwege, comment la population, disons, de la Chopo, perçoit le combat du docteur Mukwege? Alors, je dois vous dire que le combat du docteur Mukwege, c'est un combat qui ne pouvait pas mieux tomber dans ce pays. Parce que la Chopo, c'est une province qui a connu beaucoup d'affres, de différentes guerres, de différents conflits qu'on a connus dans ce pays. Et personne n'a jamais eu justice, n'a jamais eu réparation. Et donc, c'est pour ça que le combat du docteur Mukwege a trouvé un terreau hyper favorable, hyper fertile. Où donc, Mukwege est perçu comme un véritable héros national et qui mérite véritablement de prendre les devants, y compris d'assurer la destinée de ce pays. Parce qu'il est perçu comme l'un des rares Congolais, si pas l'unique Congolais à l'heure actuelle, qui est capable véritablement de se soucier de problèmes de Congolais et qui a bravé beaucoup de risques et qui au péril de sa vie, se bat pour qu'il y ait finalement une justice pour les victimes. Et donc, il est très bien perçu. Et malheureusement pour les gens de la province de la Chopo et de Kisangani, c'est qu'ils le connaissent de nom par son combat qui va dans le sens de leurs intérêts, tout ça. Mais ils ne l'ont pas encore vu. C'est leur cri de tous les jours. À chaque fois que je parle avec des gens, tout ça, autour de ma pomme Bing, et on parle du docteur Mukwege, les gens me disent, mais prof, quel jour on peut voir le docteur Mukwege ici, venir nous rendre visite, nous rencontrer, tout ça, etc. Nous aimerions qu'il vienne ici, tout ça. Et j'ai déjà transmis ça plusieurs fois au docteur. Je dis, mais docteur, vous êtes vraiment très, très attendu à Kisangani. Les gens veulent vous rencontrer. Les gens veulent vous voir. Parce qu'ils veulent vous dire eux-mêmes, grand merci pour le combat que vous menez, pour leur cause,
pour qu'ils soient reconnus en tant que victimes et qu'ils obtiennent plus tard réparation. Et c'est ça. Pourquoi, selon vous, c'est la population qui soutient le combat du docteur Mukwege, mais que jusqu'à présent, le gouvernement congolais, je parle du régime passé ainsi que du régime actuel, n'a pas encore réservé un avis favorable au docteur Mukwege? Alors, je dois vous dire honnêtement, madame, vous savez, lorsque vous venez dans une cour de récré où vous avez des caïds de toutes sortes, vous venez là-bas comme une espèce de Robin des Bois pour essayer de porter un message, défendre les petits que les autres sont en train de brimer, vous n'êtes pas les bienvenus. Et donc, c'est comme ça que moi, je comprends ce rejet du docteur Mukwege par l'ensemble de nos dirigeants politiques et qui, certains en privé reconnaissent, oui, il fait du bon travail, tout ça, mais personne n'ose le reconnaître. Parce qu'en fait, il menace leurs intérêts. Il les met à nu par rapport à tous les abus, toutes les dérives qu'ils mettent qu'ils commettent dans la... Donc, vous voulez dire que l'intérêt de ceux qui sont au régime, ceux qui sont au pouvoir actuellement, ne rime pas avec les intérêts de la population. Pas du tout. C'est pas du tout les mêmes intérêts. Parce que ces gens, c'est quoi? Ces gens, c'est qu'ils perpétuent le système dont ils profitent. Et donc, ils voient en lui un adversaire, ils voient en lui une menace qui viendrait donc, si vous voulez, secouer les fondements sur lesquels est basé leur fonctionnement, leur régime. Et certains lui prêtent des intentions qu'il n'a pas. Voyez-vous, donc ils voient en lui leur challenger et tout ça, donc ils font tout pour l'empêcher de continuer même à évoluer. Et c'est pour ça qu'il est croîtré, presque emprisonné ici à Bukavu. Tous les régimes passent, mais il est toujours dans la même situation. Voyez-vous, pourquoi un homme comme lui, qui a été reconnu pour son travail, pour son combat pour les droits humains, pour la dignité, pour une bonne gouvernance, pour qu'on puisse enfin éradiquer ce mal qui est devenu pratiquement, j'allais dire, endémique dans notre pays, chronique dans notre pays. Pourquoi cet homme qui est reconnu partout dans le monde, partout on l'appelle à gauche, à droite, pour reconnaître son travail, pour lui accorder des prix? Pourquoi? Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi dans notre pays, on n'a jamais donné une reconnaissance à cet homme? On ne lui a jamais donné un prix. Même nos universités ne lui ont jamais reconnu, ne l'ont jamais reconnu. Aucune université congolaise ne lui a jamais donné si vous voulez, un diplôme pour reconnaître son travail. Mais d'autres universités étrangères le font. Voyez-vous, il y a là un vrai problème. Et même ceux qui ont parfois envie de le faire, ils ont peur, probablement parce qu'ils craignent des représailles d'autres membres du système. Ils se disent, voilà, si nous, on reconnaît cet homme, on lui donne telle ou telle reconnaissance, telle ou telle, si vous voulez, valeur ou estime, ben, nous serons combattus, on va nous faire du mal. Et donc les gens se rétractent. Et c'est cela, c'est un peu comme Nicodème avec Jésus. Il y a des gens qui sont même dans ce régime, certains, qui ont fait le repenti, mais qui n'osent pas venir au grand jour. Parce qu'ils se disent, si on me voit avec lui, je serai aussi mal vu et on va m'indexer, on va peut-être me neutraliser. Et donc, ils préfèrent venir en secret rencontrer les seigneurs pour commencer à lui poser des questions en privé. Et c'est cela qu'on voit ici. Mais le docteur Mukwege a combattu ensemble avec ceux qui sont au régime, mais pourquoi ça ne marche pas? Voilà. La collaboration ne marche pas. Oui, en fait, les politiques se succèdent, mais c'est tous les mêmes. Donc, vous voulez dire que rien n'a changé depuis les élections de décembre 2018? Rien n'a changé parce qu'on a reproduit les mêmes recettes, les mêmes méthodes. Donc, quand les gens ils étaient dans l'opposition, les discours de Mukwege, l'action du docteur Mukwege, tout cela, ça correspondait au moins à leurs attentes parce que ça tirait à boulet rouge sur ceux qui détenaient le pouvoir en ce moment-là. Mais donc, ça leur permettait de se présenter comme une alternative. Mais maintenant, lorsqu'ils arrivent au pouvoir eux-mêmes, eh bien, ces discours-là commencent à les déranger. Puisqu'ils n'ont pas changé fondamentalement le système. Ils sont avec le même système, ils sont dans le même système qu'ils perpétuent. La corruption n'a jamais autant prospéré. Voyez-vous, et puis la jouissance n'a jamais autant prospéré dans ce pays. Voyez-vous, on voit avec une telle arrogance
cette opulence que les gens étalent au grand jour, quand on regarde la misère dans laquelle coupe notre peuple, on est scandalisé, je dirais, je suis révolté de voir ça. Mais c'est les gens qui, hier, décriaient les méthodes de gestion de ce pays et qui se retrouvent aux affaires et qui reproduisent les mêmes affaires. Voyez-vous, on a décrié ici la taxe RAM, qui est une taxe illégale, totalement illégale. Qui sera supprimée d'ici le 1er mars. Voilà, qui sera supprimée. Mais ce n'est pas encore fait. On a dit qu'on va supprimer ça le 1er mars. Mais ce n'est pas la première fois qu'on promet ça, qu'on nous promet une chose et qu'on ne va pas voir, qu'on ne va pas arriver. Donc, peut-être cette fois-ci, comme nous approchons des échéances de 2023, alors donc on va faire quelque chose de ce sens-là. Mais là encore, supprimer quelque chose d'illégal, d'indu, ne suffit pas. Il faut encore que l'on puisse nous dire où est parti cet argent, qui a collecté cet argent, c'était combien, qu'est-ce qu'on en a fait. Et il faut aussi aller plus loin, indemniser, c'est-à-dire rembourser ce qui a été perçu, mais aussi avec un dommage, un dédommagement pour les gens qui ont été victimes. Nous avons été victimes de ça. C'est cela. Il faut que ces gens qui ont fait ça soient poursuivis. Mais je ne suis pas sûr qu'on aura ça. Mais quelle est la solution à tout ça? Les gens s'attendaient à un changement qui, selon vous, n'est pas arrivé, et ainsi de suite. La solution pour finalement obtenir un vrai changement en République démocratique du Congo. Le vrai changement dans la République démocratique du Congo, ça sera une révolution pacifique et populaire. Les jours où... Mais vous savez, pour faire une révolution, Fidel Castro disait que s'il devait refaire la révolution avec 10, 12 hommes, il les referait. Ce qui compte dans une révolution, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité et la détermination et le courage de ceux qui veulent transformer le pays. Et donc, si on a ça, et dans ces pays, il ne manque pas des gens qui sont véritablement déterminés et qui veulent faire une révolution en profondeur, une révolution pacifique, non violente. Et ils sont là. Mais les jours où ces gens-là vont se mettre ensemble, ils vont se mobiliser comme un seul homme et ils vont entraîner la masse populaire que nous avons ici et on aura une révolution comme celle de droits civiques aux États-Unis ou comme celle de Gandhi en Inde ou comme celle de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et ces jours-là n'est plus loin. Donc ça veut dire que vous ne croyez pas aux élections, par exemple, Je ne crois pas aux élections. Je ne crois pas aux élections. Pourquoi? Parce que le système qui est mis en place fait en sorte que les élections seront, dans les meilleurs des cas, truquées, telles qu'on voit là. Pourquoi les gens se battent-ils pour contrôler les institutions qui sont en charge des élections? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi on se bat pour ça? Puisqu'il faut avoir des gens qui gèrent la CENI, non? On veut avoir sa famille dans la CENI. On veut avoir sa famille à la Cour constitutionnelle, dans la cour d'appel et tout ça. Pourquoi on veut avoir ça? Parce que ce sont des institutions qui vont compter pour les élections, pour s'assurer une victoire volée. Parce que si on voulait vraiment avoir des élections transparentes, ce qu'on ferait, c'est quoi? On laisserait la société civile, notamment les églises, choisir librement l'homme qu'il faut, qui sera donc indépendante d'esprit, tout ça, et pour pouvoir organiser les élections de manière transparente. Et donc, ce qu'on ferait également au niveau de la Cour constitutionnelle, on mettrait en place quelqu'un, on ferait élire les juges comme c'est prévu, quelqu'un d'intègre, qui serait là, qui présiderait donc cette Cour constitutionnelle, et tout le monde serait quitte. Mais on veut donc coudre un tissu à sa taille. Et c'est pour ça qu'on va nommer son frère à la Cour constitutionnelle, on va nommer son frère à la CENI, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose. Quand vous faites tailler un costume à votre taille, il faut que vous gardiez cette taille-là tout le temps. Parce que si vous grossissez ou si vous perdez quelques kilos, ça ne va plus vous aller, ça ira à quelqu'un d'autre. Ou vous serez obligé à un moment donné de céder ça à quelqu'un d'autre. Et donc c'est ça l'inconvénient d'avoir de tailler quelque chose sur mesure. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que nos politiques devraient comprendre. Nous ne croyons pas aux élections, mais si nous ne pouvons pas faire autrement, comme on le fait là, mais nous allons continuer le travail que nous faisons, de sensibilisation de la population, mais pour qu'on puisse faire aussi
le contrôle citoyen, qu'on puisse faire également l'observation électorale citoyenne depuis les premières étapes, c'est-à-dire ce qui est la phase préélectorale, l'enregistrement des électeurs, l'enrôlement des électeurs plutôt, les lois électorales, toutes ces choses-là, on va veiller pour que ça soit fait dans les règles de l'art. Et même si ça ne passe pas dans les règles de l'art, mais on va continuer à se battre. Et on fera en sorte que lors de l'expression des suffrages aux urnes, qu'il y ait également des observateurs indépendants, comme l'Église catholique l'a fait autrefois. Et donc on va poursuivre ce combat-là avec l'Église protestante et tout le reste, pour qu'on ait nos résultats à nous qui traduisent la vraie volonté du peuple. Et je pense que une fois, c'est bon, mais deux fois, ce n'est plus possible. Parce que comme on a roulé les gens en 2018, on verra ce qu'en 2023, les résultats des urnes soient effectivement la volonté populaire. C'est-à-dire quoi? Les travaux qui sera fait par la société civile pour faire l'observation, le suivi électoral. Ce résultat-là, c'est ce que nous allons essayer de faire pour que ça soit proclamé et mobiliser notre population pour que ce soit ces résultats-là qui s'imposent à tous et qu'on ne vienne pas nous imposer par la volonté du prince comme on l'a eu en 2018, quelqu'un qui n'est pas celui que le peuple congolais a choisi. Alors, prof Alphonse Maindo, nous avançons lentement mais sûrement vers la fin de notre magazine. Si les résultats des élections de 2023, comme l'a dit le ministre Lutundula, que les élections se dérouleront bel et bien en 2023, puisque le président Félix Tshisekedi n'a pas l'intention de glissement, si les résultats ne reflètent pas la volonté de la population, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, vous savez, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Mais si ça devait se faire, c'est ce que je disais tantôt, si ça devait se faire, qu'on publie des résultats autres que ceux que nous, société civile, à travers nos différentes organisations, on aura récolté comme si vous voulez, résultat du scrutin, nous n'allons pas accepter. Nous allons rester ça en bloc et nous allons nous mobiliser pour que nous puissions investir celui qui aura ou ceux qui auront été effectivement élus. Et vous savez que lorsqu'un peuple se lève, c'est comme un fleuve. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le travail que nous devons faire, que nous allons continuer à faire, c'est de mobiliser la population pour que cette population soit en capacité de pouvoir descendre dans les rues. Imaginez que vous avez, dans une ville comme Bukavu, imaginez que vous avez simplement 200 000 personnes ou 300 000 qui descendent dans la rue. Qui peut les empêcher? Imaginez que dans une ville comme Kinshasa, vous avez 1 million sur les 12 millions qu'on a là-bas. Vous avez 1 million d'habitants de Kinshasa ou 2 millions qui descendent dans la rue pour exiger le résultat des élections. Quelle armée peut résister à ça? Mais ces militaires-là ou ces policiers-là qui vont être envoyés pour tuer ou pour réprimer, mais ce sont leurs frères et sœurs. C'est le discours qu'il faut qu'on leur tienne. C'est le discours que nous leur tiendrons. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs. Ne tuez pas et vous n'êtes pas payés pour ça. N'obéissez pas à un ordre qui est illégal. Vous ne tuez pas vos frères et sœurs. Parce que vous les tuez, vous vous tuez vous-même. Le combat qui est mené par la société civile, c'est un combat pour l'intérêt général. C'est pour que les militaires soient bien, pour que les policiers soient bien, pour que tout le monde puisse avoir le minimum vital, nos enfants étudient, que nous ayons soins de santé, que nous puissions avoir des routes qui fonctionnent, tout ça. C'est pour ça que nous allons au vote en 2023, pour qu'on ait une nouvelle gouvernance qui transforme ces pays, qui est un pays qui a un potentiel immense et qui est appelé à la grandeur et qui peut devenir le moteur de l'Afrique, le moteur du monde. Et nous avons des ressources importantes, même nos forêts, tout ça. Nous sommes le deuxième poumon de la planète. Et si nous ne faisons pas attention, nous risquons de perdre ce potentiel-là, cette richesse, et qui peut nous rapporter des millions, des milliards de revenus. Et donc c'est pour ça que nous militons pour que, effectivement, qu'on puisse transformer ces pays. Que nous ne soyons pas la risée des petits pays qui viennent nous malmener et nous ne pouvons pas, un pays comme le Congo ne peut pas aller quémander de l'aide auprès de tout petits pays qui nous entourent ici, militaires ou autres. Nous avons un pays immense avec 120 millions d'habitants. 120 millions d'habitants. Si chaque homme en âge de se battre était formé pour utiliser une arme et tout ça, il n'y a aucune armée de nos pays voisins qui pourrait nous faire du mal. Imaginez, nous avons les pays qui nous entourent ici, ceux qui sont les plus peuplés, ils ont dans les 20 millions d'habitants. Voyez-vous, les plus peuplés.
Mais les autres, comme le Congo-Brazzaville, ils ont, même la population de Kinshasa dépasse le Congo-Brazzaville. La population de Kinshasa dépasse la population du Rwanda, etc. Donc vous voyez, nous sommes une grande nation, mais qui nous ignorons. Le jour où nous allons prendre conscience de cela, le jour où nous allons avoir un chef, un vrai leader qui prendra conscience de ça, tout le monde ici va venir se courber chez nous, viendra quémander de l'aide au Congo, viendra nous supplier pour qu'on les aide. Et c'est cela. Et je pense que nous sommes capables de le faire. Et je voudrais vraiment que nous puissions y travailler ensemble. Alors, c'est par ces mots que nous mettons un point final à notre magazine d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avons reçu le prof Alphonse Maindo. Avec lui, nous avons parlé notamment des rapports mapping et nous avons un peu brossé la situation de la République démocratique du Congo. Prof Alphonse Maindo, merci. Merci à vous. Un mot à la population parce que vous dites que vous êtes acteur de la société civile. Alors, si je peux dire un mot à la population, c'est de dire simplement que les peuples, c'est le pouvoir. Et donc, le peuple ne doit pas se laisser malmener par ceux qui sont au pouvoir en allant faire des courbettes pour récupérer des petites enveloppes à gauche, à droite. C'est lui qui détient le pouvoir. Donc, il faut que nous puissions nous organiser, faire le contrôle citoyen maintenant, mais que nous attendions 2023 en nous préparant effectivement pour balayer tous ces gens qui ne font rien que nous opprimer, nous piller, nous priver des ressources pour que nous puissions choisir les bonnes personnes. Que même ceux qui ne veulent pas se présenter par eux-mêmes, que nous puissions aller les chercher, nous, population, pour dire voilà, on connaît monsieur un tel, on connaît madame un tel, vous êtes un homme intègre, vous êtes capable de gérer, vous avez montré vos preuves à tel ou tel secteur. On les prend, on les mobilise et on bat campagne pour eux. Et c'est ce que je demanderai à la population de Bukavu et de tout le Congo, de faire ça. Puisque nous connaissons les gens qui sont bien et nous pouvons nous-mêmes aller les chercher. Parce que parfois, ces gens hésitent, mais nous pouvons les prendre nous-mêmes pour leur dire venez et on les met en avant pour aller. Et merci beaucoup, prof Alphonse Maindo, et merci à vous aussi de nous avoir suivis. Continuez de cliquer sur www.svenmediab.info ainsi que 89.3 MHz pour suivre les nouvelles de la République et du Sud Kivu à travers la radio Sven. Pour les commentaires et réactions, merci d'écrire sur les numéros qui paraissent au bas de votre écran. À tout de suite, au revoir. Non, mais, oh,